Nous allons reprendre la séance. Laurent Lantieri vous prie de l'excuser. Oui. La séance va être présidée par Michael Atlan, qui va faire sa présentation en premier, et auparavant, nous écoutons le secrétaire annuel qui va nous présenter le résumé de la dernière séance. Messieurs les secrétaires, chers académiciens, académiciennes, voici le compte-rendu. Donc cette séance, la première partie de la séance était assez émouvante pour un jeune académicien, et puis le fait que cette séance a été présidée à la fois par les deux présidents, l'ancien et le nouveau, puisque c'était les membres ont été élus pendant son mandat. Donc c'était, moi, en voyant cette séance, j'ai vu beaucoup de jeunes qui rentraient comme académiciens. J'ai vu des militaires, des non-militaires, des hommes, des femmes, et surtout chacun dans le petit mot, le temps de parole court qui lui est imparti, disant véritablement sa motivation, et on comprenait que ça représentait véritablement quelque chose pour chacun. Ensuite, on a eu une présentation fort brillante de notre archiviste Patrice Lefolc-Prigent sur Léonard de Vinci, le premier anatomiste moderne. Alors, il y a eu bien sûr, il nous a relaté avec beaucoup d'anecdotes et d'humour la biographie de Leonardo, évoquant ses talents multiples de peintre, de sculpteur, d'architecte et d'ingénieur. Et je pense que c'est intéressant parce que pour arriver à ces dessins anatomiques, c'est l'ensemble de cette technique qui a permis de faire des planches et des ouvrages aussi importants. L'ensemble de ces dessins ont été récemment regroupés car ils ont été dispersés, et il nous a appris qu'il y avait un projet de la création d'un corpus sur ces dessins d'anatomie qui n'a pas vu le jour car il travaillait avec un jeune anatomiste qui était Marco Antonio della Torre, qui était universitaire à Padoue et à Pavie, et qu'il est mort prématurément par une épidémie de peste. Donc l'ensemble de ces dessins ont été effectivement dispersés. On note, peut-être pas deux périodes, mais deux choses qui me donnent une distinction assez importante entre une partie qui semble assez superficielle, dans laquelle il y a la description effectivement de l'anatomie qui peut ressembler à l'anatomie conventionnelle qu'on connaît, et puis une autre partie, peut-être bien sûr tirée de ces dissections, dans laquelle il s'intéresse beaucoup plus aux structures et pour lesquelles et les fonctionnements, et pour lesquels on a véritablement à ce moment-là une vision physiologique. Et quand on voit effectivement le corps, les vaisseaux, etc., certains pensent qu'il est le préfigurateur de la théorie du mécanisme de la circulation sanguine près d'un siècle avant Harvey. Bon, je disais que l'orateur nous convainc parfaitement de la modernité du travail anatomique de Leonardo, et dans cette discipline comme ailleurs, de l'étendue de son génie et de ses talents. Pas de questions, c'était unanime. Voilà, il a eu. Alors, il y a eu la deuxième partie de la séance, qui était faite par Philippe Beaufils de Versailles, sur les publications scientifiques, un environnement en évolution. Cette présentation nous a fait rentrer dans le monde actuel de l'édition des publications scientifiques en général, qui est un monde qui s'est énormément complexifié avec l'apparition de toutes les technologies modernes. Donc deux univers, un univers classique, qui est celui de l'édition classique, dans lequel les articles sont soumis, dans lequel il y a la revue par les pairs, dans lequel c'est des éditeurs qui ont pignon sur rue, puisqu'il y a environ 5 grands éditeurs, et ces revues, dans lesquelles il y a un impact qui est connu, font quand même 2/3 encore de l'édition. La publication, bien sûr, peut être à la fois peut être en papier, mais est aussi une diffusion qui est
numérique. Quand on voit le chiffre des publications scientifiques qui font 25 millions de publications, on voit l'enjeu financier qu'il y a derrière, derrière cette activité. Et là, dans celle-là, je veux dire, le lecteur, c'est le payeur, et la qualité est garantie par l'analyse, etc. Alors, parallèlement, s'est développé un système d'open access, et l'open access accueille à peu près un tiers des publications qui sont postées, puisqu'elles sont mises en ligne, avec deux voix. Une voix qu'on dit la voix verte, une espèce de voie institutionnelle avec une certaine éthique et dans laquelle le dépôt des publications dans cette banque qui est consultable est gratuit, je veux dire pour celui qui fait la publication, et une voie dorée qui est récupérée par des éditeurs pour laquelle la mise en ligne qui peut être faite très rapidement est soumise à paiement, c'est-à-dire pour publier, il faut payer. Et c'est dans ce secteur-là qu'ont été recensés ou qu'existent les predatory journals, les revues prédatives, dans lesquelles effectivement on peut déposer l'ensemble de ces publications très facilement. Il y a un hameçonnage qui est fait en ligne sur le net pour les auteurs pour essayer de les attirer, et il n'y a pas de comité de rédaction, c'est un business purement financier, et surtout il y a des titres de revues qui sont des imitations de titres de revues connus. Donc je voulais vous mettre, je crois, si je peux aller un peu plus loin. Alors, voilà, quelques chiffres à retenir. 2,5 millions d'articles scientifiques publiés, un tiers en open access, 25 000 revues à comité de lecture, 12 000 dotés d'un facteur d'impact et surtout 1300 titres de revues prédatrices. Et il y a plusieurs plateformes qui sont mises en place pour essayer pour alerter sur ces revues. Ce qui était intéressant, c'est sur 200 articles parus, qui sont vraiment de prédation, sur 1900 publications, 500 étaient de l'Inde et 200 des États-Unis. Et tous les autres pays étaient en dessous de la barre des 100, sans différence entre les pays qui avaient qui étaient émergents ou avec des revenus plus importants. Il y a eu deux questions, beaucoup de questions, mais surtout des questions, celle de Jacques Beghiti qui faisait remarquer qu'il s'agit d'un problème majeur, parce que les publications sont le support des décisions académiques concernant la carrière des chercheurs et des fonds de recherche, et qu'on s'appuie toujours dessus et qu'on s'appuiera toujours dessus. Donc ça entraîne une discussion au niveau de l'ensemble de l'Assemblée, avec le fait qu'on rapportait énormément cette attitude aux fake news et au fait que des systèmes de diffusion numérique permettaient de faire passer et des informations et des articles qui ne sont pas forcément de niveau. Et il y a eu une interrogation sur le fait de savoir si, par Richard Villet, si l'intelligence artificielle, à mon avis au niveau du sémantique, pouvait effectivement être introduite pour apporter une clarté ou de la précision sur ces revues prédatrices. Merci beaucoup Jean-Claude. Est-ce qu'il y a une opposition à ce compte-rendu? Est-ce que tout le monde adopte ce compte-rendu? Nous te remercions beaucoup.